Salut Léa, Salut. bon samedi matin à toi. Merci à toi aussi. Aujourd'hui on s'est retrouvé à Bangkok Wat, qui est un petit village d'artistes à Suthep à Chiang Mai. Et comme la plupart de ces interviews, on commence en marchant. Et ouais, petite balade du samedi matin. C'est ça. Et t'es jamais venu ici, c'est un village d'artistes. Bon, ça attire beaucoup de touristes aussi chinois, etc. Ouais. Mais c'est hyper sympa. Et là, à cette heure-là, 10h30, c'est assez posé. Du coup, aujourd'hui, Léa, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, ok, vas-y. Non, je trouve que tu as un parcours hyper intéressant et inspirant, et puis je voulais partager ça aussi avec les gens qui nous regardent sur YouTube et autres. Ouais. Et puis aussi, on se connaît, pour refaire un peu l'histoire, on se connaît parce que tu as rejoint, t'avais rejoint mon programme Free Mentor en 2022. Je crois que j'étais c'est ça, à Bali. Je crois, On avait fait un call et tu avais rejoint Free Mentor. Qui était mon programme, donc un peu en pause, mais pour passer de freelance à coach et formateur. Et puis ensuite, tu avais postulé à une offre qu'on avait postée pour nous aider sur l'admin un petit peu de l'activité. C'est ça. Et on t'avait pas sélectionné parce que tu étais trop qualifié pour moi, tu vois. C'est ça, c'est ça. Tu te serais ennuyé. Et finalement, normalement, j'ai eu besoin d'aide sur la partie coaching. Et je crois que c'était il y a 2 ans et demi, un truc comme ça. C'est ça, c'était il y a 2 ans et demi sur la partie coaching de groupe dans un premier temps. C'est ça. Et après on a ouvert par la suite les coachings individuels avec les Freemotes. Ouais. Donc ça c'était plutôt cool aussi. Ouais, au début c'était plus du dépannage parce que moi j'avais trop de trucs à faire et Vanessa était en vacances et tout ça. C'est ça. Et puis c'est fait petit à petit. D'abord je crois que l'idée est venue, puis t'es venu quand moi j'animais les coachings de groupe. Ouais. Puis après toi t'animais et moi je regardais. C'est ça. Et puis après, une passation en douce. On a ouvert ça. Et du coup, là on arrive à un cul-de-sac. Ah non, je crois qu'on peut tourner à gauche ici. Peut-être, ouais, j'espère. Yes. Ouais, t'as vu, c'est sympa ici. Hein. Ouais, c'est sympathique, ça fait un petit village. C'est ça, c'est l'idée. Et faut qu'on slalome aussi entre les touristes, hein. C'est tout un art. Et du coup, Léa, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, bien sûr. Alors donc, je suis Léa, je suis originaire de l'île de la Réunion, où j'habite encore. Donc là, je suis plutôt sur la partie communication, gestion des réseaux sociaux et création de contenu en ligne, dans mon activité freelance, avec une spécialité plutôt sur la plateforme LinkedIn. Et donc à côté, pour Ambroise, je suis coach Freemote, donc on accompagne les élèves à lancer et sécuriser leur activité de freelance. Yes. Et donc tu es basé à l'île de la Réunion. Ouais. Et c'est assez unique. Oui, comme île. Ouais, comme île et aussi, il n'y a pas énormément, je ne sais pas la population de l'île de la Réunion. On est alors de mémoire 800 000, quelque chose comme ça. On commence à être un petit paquet. Le freelancing se développe un peu plus, on va dire, que les précédentes années, avec notamment le Covid, etc. On est encore un petit peu, je pense, à la bourre à ce niveau-là. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus d'initiatives et on essaie de valoriser les freelances, les entrepreneurs. Donc ça fait toujours plaisir de voir l'île bouger. Et puis on était, quand on était au Nomad Summit, conférence nomade, donc tu étais là. Il y a aussi Charlotte de Freemote, j'ai fait une interview avec elle qui est de La Réunion initialement. Yes. Et on a aussi rencontré un couple de gens basés à La Réunion. Et moi il y a un truc que je remarque aussi de plus en plus, c'est que je sais pas, tu vois, en termes de potentiel de carrière, tu vois, en marketing et autres qu'il y a, mais j'imagine, tu vois, comme dans une ville... je sais pas, en France avec pas beaucoup, moins d'habitants, il y a beaucoup de boîtes qui sont à Paris, si tu veux un bon boulot c'est Paris, Lyon, etc. Et j'imagine que se lancer en tant qu'indépendant aussi à La Réunion, c'est pouvoir avoir une carrière un peu plus sur mesure et plus large. Et internationale aussi, oui, alors quand j'ai fait mes études en communication à l'époque, prendre 10 ans dans la tronche. Mais t'es parti d'ailleurs pour tes études. J'ai quitté La Réunion pour mes études parce qu'il n'y avait pas forcément de cursus vraiment 100% communication au-delà d'un BTS sur l'île à l'époque. En 10-15 ans, je pense que ça a bien bougé. Il y a eu des nouvelles écoles spécialisées dans la com, dans le digital, donc ça c'est vraiment cool. Mais effectivement, à un moment, il fallait qu'on sorte souvent pour monter en compétences, mais toujours avec l'idée de revenir au bercail et aider les entreprises locales à se digitaliser. Donc il y a pas mal d'opportunités qui se créent.
maintenant. C'est pareil, Charlotte, elle est partie aussi pour ses études. Charlotte est partie, et maintenant elle est le côté un peu plus nomade, elle était sur Vancouver. Et là un petit peu dans les quatre coins du monde, ça fait super plaisir. Et je rencontre beaucoup de Réunionnais qui bougent. Bah, tu vois, on a une frimote, Marine aussi, qui est réunionnaise, on s'est revus là à La Réunion. Elle est en France, elle a déjà bougé un peu aussi partout. Donc je pense que c'est La Réunion, ça nous fait sourire quand on se croise entre Réunionnais, c'est toujours on part pour mieux revenir. Ouais. C'est un peu la vibe. De revenir. Souvent, parce qu'on ne retrouve pas cette atmosphère, cette ambiance, ces gens partout dans le monde. Et bon, à Réunionnais un petit peu chauvin entre nous quand même, hein, on aime bien notre île, on aime bien le faire savoir. Mais j'avoue que c'est unique et qu'on aime bien valoriser ça, tu vois. Et aussi, ça se transmet sur le côté pro. Donc nous, ça nous faisait toujours plaisir de développer l'activité avec des boîtes réunionnaises aussi, sans forcément se fermer sur l'île, tu vois. Et vraiment aller travailler aussi à l'international, chose que j'ai eu la chance de faire dès ma première année. J'ai bossé avec des clients aussi dans les dom-toms, en Afrique et un peu aussi en Europe. Donc ça a toujours été là, quoi. Yes, ça marche. On va continuer la discussion. Là, ça devient un peu... je vais peut-être retourner à la caméra. Ça devient un peu compliqué de continuer parce qu'il y a des petites ruelles et tout ça. Mais on va aller trouver un coin pour se poser et puis continuer. Ça marche. Ça y est, du coup on s'est posé au L'Amour Café, qui est un café très cool qui est juste à côté du village où on était. Et je sais pas, comment tu définirais l'endroit? La vibe est vraiment... Moi j'adore, il y a le côté un petit peu jungle, artistique et 100% taille que j'aime bien. Et non, franchement, le cadre est vraiment sympa. Et puis ils ont vraiment le sens du détail. Et ils ont tous un peu un uniforme et les couleurs match, tu vois, les parasols, leurs trucs jaunes. Ils ont travaillé à fond le branding. C'est ça. Le branding a été réfléchi. Après, est-ce qu'ils ont travaillé le commercial? À voir. À voir. Yes. Du coup, on est posé et repartons du coup sur tes débuts en freelance. Tu disais que tu t'étais lancé, tu as voulu trouver des premiers clients. Oui. Alors, mes débuts en freelance, moi, je me suis lancée jeune, très jeune, il y a quelques temps déjà. Je me suis lancée à 23 ans après mon master. C'est tard. C'est tard, ouais. J'aurais pu le faire à 16 ans, j'avoue. J'ai totalement abusé. Parce que j'ai toujours eu cette envie d'accompagner des personnes et de les aider. Et j'ai eu la chance pendant mon cursus en communication de faire à chaque fois des stages et j'ai fait aussi une alternance. Et en plus, je suis allée à Montréal, etc. Donc j'ai vu aussi beaucoup d'entreprises, de fonctionnement et certaines étaient plus ou moins négatives. Donc, et je me suis dit, en fait, je ne veux pas arriver dans une boîte où les clients sont juste un numéro de facturation et qu'il n'y a pas le côté relationnel, il n'y a pas le côté impact, il n'y a pas le côté aussi je sens que je sers à quelque chose, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, Léa, tu as 23 ans, on m'avait offert la possibilité à l'époque de bosser dans une entreprise. J'avais même refusé 2 CDI. Bon, je te laisse imaginer la tête de ma mère quand je lui ai dit, bon, à 23 ans, maman, je vais dire non. C'était complètement barge. Donc, c'était un peu la phase compliquée au début, pas pour moi, tu vois, mais plutôt de l'expliquer à ma famille que j'avais cette envie de me lancer en freelance. Et je leur en veux pas du tout parce qu'ils viennent vraiment de ce secteur-là, tu vois, salariat à 100%. Tout le monde dans ma famille est salarié. Et en plus, c'est générationnel parce que ma mère, elle a fait toute sa carrière dans la même boîte. Nous, aujourd'hui, voilà, c'est un peu impensable. Donc, quand tu lui dis ça et que tu lui dis tu as la voie tracée, bonne note à l'école, major de promo, etc. Et tu lui dis bah non à 2 CDI, elle te dit bon, ma fille, là, il va falloir qu'on parle. Mais je lui dis écoute, pire des scénarios, c'est quoi? Je me rends compte que ça marche pas et je suis encore jeune, je peux toujours partir dans un emploi salarié, etc. Je préfère tenter ma chance parce que je sais que les valeurs étaient là et la mission aussi était là. Donc à 23 ans, je reprends mes clics et mes claques, je quitte Lyon et je reviens à La Réunion.
Okay. Et j'ouvre ma boîte, je crois, le 14 février, donc pour la Saint-Valentin, tu vois, C'est dans le thème. tout est dans le branding, sans m'en rendre compte. Et un mois plus tard, il y avait confinement. Confinement Covid 2020, c'était sympa. Étonnamment, c'était une bonne période pour les personnes qui bossaient en digital, parce que surtout les personnes à La Réunion se sont rendues compte que sans réseaux sociaux, sans présence en ligne, etc., c'était compliqué. Surtout sur notre île où il a fallu vraiment switcher, on commençait à découvrir un peu plus le e-commerce. Toute la partie aussi community management, gestion des réseaux sociaux se développait plus. Donc j'ai eu, je te dirais, de la chance et aussi j'avais mis toutes les choses vraiment en place pour pouvoir développer à fond la prospection avant même d'avoir lancé l'activité. Et donc je pense que j'ai trouvé mon premier client à 2 ou 3 semaines après m'être lancé, donc ce qui était plutôt pas mal et c'était quand même un cachet assez intéressant. J'avais pour mon premier contrat c'était 1 800 € sur un premier contrat freelance. Au bout de 3 semaines, je me suis dit bon ça va, il y a de quoi, il y a de l'intérêt. C'était pour ouais, je vais survivre, je tiens le coup. Ça va aller, regarde la preuve. Elle n'était pas encore convaincue. Je lui ai dit bon t'inquiète, on verra. Et inconsciemment, tu vois, elle a voulu m'aider. Donc c'est-à-dire qu'inconsciemment, elle était aussi fière de ça, en disant punaise, ma fille, elle a quand même eu le culot de renoncer à 2 CDI, de se lancer à 23 ans. Et je pense qu'elle elle le disait pas, mais elle était tellement fière de ça, elle en parlait à tout le monde, etc., dans son entourage. Et ça, je le raconte au Freemote aussi de temps en temps. Elle m'a ramené 2 clients après. Donc maman, merci, meilleure commerciale de 2020. J'aurais peut-être dû t'offrir une petite commission là-dessus, j'avoue, mais tu as eu un repas gratuit au resto, donc ça va. Mais voilà, en fait, inconsciemment, j'avais des pistes pour me lancer. Je savais qu'il fallait développer à fond le réseau. Je savais qu'il fallait travailler une offre sur un problème, résoudre un problème et pas essayer de vendre, survendre. Ce qui est intéressant, je trouve, au-delà que tu as lancé tôt et direct, c'est ce que tu disais, tu vois, de vouloir avoir un impact et j'ai l'impression une relation one-on-one de confiance avec un client. Ce qui, dans le salariat classique, c'est rarement le cas. Et tu vois, il y a aussi le modèle un peu agence où finalement tu dois gérer 10-20 clients et c'est un peu l'usine parce que voilà. Ouais. Et d'avoir un impact profond et un contact direct, quoi. Oui, totalement. Et puis, ce que je retrouvais moins dans le côté salarié, en tout cas de ce que j'avais vu, c'est le côté vraiment vertical. Tu vois, tu réponds à quelqu'un et tu participes moins à la vie de la boîte, des réflexions, etc. Bien évidemment, en fonction de ton statut dans l'entreprise. Et là, ce que j'aimais vraiment en me lançant en freelance, et cette idée même avant de me lancer, c'est de dire on bosse ensemble vers un objectif commun, sur le même palier. C'est pas je travaille pour toi, et c'est vraiment on travaille ensemble main dans la main. Et c'est pour ça que j'essaie toujours de chercher des clients qui avaient aussi cette vision des choses et qui voulaient aussi aller bosser avec des freelances, non pas juste pour déléguer de la main d'œuvre, mais vraiment essayer d'avoir un impact derrière sur un business. Et donc au début c'était surtout du community management, c'est ça? Alors, j'ai commencé un peu généraliste, tu vois, comme quoi j'avais la méthode Freemote dans les yeux, généraliste en communication dans le sens où j'avais la chance d'avoir un cursus. J'ai fait un bachelor, donc 3 ans en communication globale, et après une spécialité de 2 ans en communication digitale. Donc j'avais pas mal de compétences là-dessus. Et les premiers clients que j'ai eus avaient différentes problématiques. Par exemple, ils avaient un site web vitrine qui était pas à jour, etc. Donc c'est des choses que je pouvais bidouiller et optimiser pour répondre à un problème sur l'instant T. Et ça m'a permis aussi de tester plein de choses, en dehors de l'aspect plus, on va dire, stage, alternance, école, et vraiment de me dire, bon, sur le terrain, est-ce que tu aimes ça ou pas? Bon, spoiler alerte, site web, c'est pas fait pour moi, je suis vraiment pas fan de ça, chacun son métier. Donc très vite, j'ai réussi à retravailler l'offre et plutôt partir effectivement sur les réseaux sociaux, community management dans un premier temps. C'est ça. Et ensuite, raconte-nous un peu le pivot vers le ghostwriting LinkedIn, qui est ton activité principale aujourd'hui. C'était à peu près il y a 2 ans, je te dirais. Je me suis spécialisée plutôt sur la plateforme LinkedIn en termes de création de contenu, avec un métier qui commençait à sortir, à se former, qu'on appelle le ghostwriting, l'écrivain fantôme, si on le traduit en version française. C'est tout simplement rédiger les posts des dirigeants sur LinkedIn qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les compétences, etc. de le faire, avec derrière une stratégie pour atteindre un objectif spécial de business, généralement de la visibilité,
un lancement de produits, d'acquisition de clients, etc. Donc ce côté-là, cette transition s'est faite naturellement, je te dirais, parce que j'ai toujours aimé écrire. Ça, c'est quelque chose, une compétence que j'adore faire depuis toute petite. Profil sûrement littéraire du lycée qui parle. J'ai une affinité aussi avec la plateforme. Je me suis bien formée dessus. J'ai eu pas mal de mentors aussi là-dessus. Donc ça s'est fait naturellement. Et aussi, j'ai répondu tout simplement à un besoin que j'avais remarqué chez mes clients et mes prospects qui voulaient aller justement chercher cette cible-là et se lancer sur cette plateforme. Donc du coup, au début, avant de faire une transition complète là-dessus, je l'ai testé sur quelques clients, voir ce que ça donnait, optimiser, retravailler l'offre, travailler les livrables et monter aussi bien en compétences là-dessus. Et après, je me suis fait au fur et à mesure cette petite transition, donc prendre moins de clients community management et plus de clients ghostwriting. Okay. Donc voilà un petit peu l'évolution de l'offre. Yes. Et il y a beaucoup de gens qui ont découvert ça avec LinkedIn. Mais c'est un truc qui existe depuis toujours pour les écrivains. Enfin, pour les écrivains, stars et d'hommes ou de femmes occupées, tu vois, qui font appel à des ghostwriters pour écrire leurs livres, leurs mémoires, etc. Et c'est marrant, c'est un truc, tu vois, qui a été adapté aux US d'abord pour un peu les réseaux sociaux. Et puis après, LinkedIn, en francophonie, j'ai vu l'ampleur du truc arriver. Et moi, c'est via j'ai connu ce décor ça grâce à mon ami Eric, qui est sur LinkedIn aussi et qui faisait ça, qui en fait encore. Même son agence. Ça se développe bien et le côté ghostwriting se faisait aussi sur, voilà, comme je te disais, les livres ou tout autre format où tu voulais prêter ta plume à quelqu'un. Et faut bien laisser son ego de côté pour pas le signer, pour pas dire que ça vient de moi et garder aussi ce côté confidentiel parce que c'est pour ça qu'on te paye aussi. Donc il faut, c'est un vrai travail aussi stratégique, c'est un vrai travail aussi au niveau de ta plume, de se dire écoute, je change complètement ma façon d'écrire et de penser, je deviens la personne. Donc ça demande un peu acteur, quoi. C'est ça, un peu acteur derrière et gros travail d'empathie et d'écoute sur comment la personne communique. Est-ce qu'elle a des types de langage? Est-ce qu'elle signe différemment? Et tu vas aller copier les types de langage l'écriture, du coup. C'est ça. Et le but, c'est vraiment que, par exemple, si un client écrit un post et que moi j'écris un autre post, on publie les deux et on se dit ok, lequel vient de qui? Les gens savent pas. Que ce soit vraiment cette cohérence au niveau du style aussi. Ça, c'est quelque chose que je tenais vraiment à faire pour que chaque client ressente vraiment sa voix, comme si c'était lui qui le faisait. Donc c'est un bon travail de fond aussi en amont sur la stratégie et la tonalité du post. Avec toujours cette finalité business quand même. Absolument, absolument. Moi, je suis pas fan d'écrire des posts pour écrire des posts. L'objectif, c'est vraiment de se dire pourquoi je suis sur LinkedIn, qu'est-ce que je veux accomplir et comment mes posts vont m'aider à atteindre cet objectif-là. Pour vraiment se dire, poster sur LinkedIn, mais derrière, tu n'as pas forcément, par exemple, un tunnel de vente bien structuré. Tu vas faire plein de vues, plein de likes, ok, mais derrière, si tu ne convertis pas, sur un business, c'est pas forcément intéressant. Et il y a eu aussi beaucoup c'était surtout pendant le Covid et un peu après aussi, beaucoup de gens, tu vois, qui te prêchaient ça et vendaient ça comme le truc pour gagner de l'argent rapidement. Enfin, il y a eu aussi une époque comme ça, tu vois, genre, tu sais, les Thibault Louis et compagnie, genre, je gagne 10 000 € par mois parce que je fais du ghostwriting, des trucs comme ça. Toi, je sens que t'as pas la même approche du truc. Bien sûr, bien payé, c'est cool, mais... Oui, il y a eu, j'ai eu de très très beaux mois aussi par rapport à ça, à la création de contenu, parce qu'il y avait aussi un peu cette hype de nouveauté, cette hype aussi autour de l'algorithme qui évolue, qui change, et ça, tant en positif qu'en négatif, il y a des impacts. Et ce côté aussi, LinkedIn, c'est un réseau social qui te permet de faire plein de choses via un profil personnel. Contrairement à une page d'entreprise, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Mais là, l'opportunité, tu peux prospecter, tu peux créer du réseau, tu peux créer des postes de qualité, tu peux apporter de la valeur, etc. Donc, il y a plein de choses. Sauf que si tu ne maîtrises pas forcément les codes, tu vas publier pour publier sans résultat et c'est un peu frustrant. Donc, je pense qu'il y a eu toute cette hype-là. Après, il y a eu un peu la hype aussi des influenceurs LinkedIn qui après ont sorti des formations, etc. autour de ça. Donc, je pense que ça a un peu créé ce côté il faut absolument être sur la plateforme, etc. Mais moi, je pars toujours du principe, c'est si tu as ciblé, oui, si tu as ciblé pas, non. C'est aussi simple que ça. Donc ça, il y a plein d'astuces pour aller vérifier ça et créer une strat autour de ça. Mais je pense que oui, ça a créé un peu l'élan avec la partie Covid et
la montée des influenceurs à l'époque parce que l'algorithme te permettait aussi d'avoir une portée très très grande et de toucher plein de monde. C'est ça, je regarde, il y a plein de, pour les, un peu les influenceurs LinkedIn, etc. Il y en a plein qui ont décollé à ce moment-là et qui ont gagné 100 000 abonnés. Et je regarde, depuis 3 ans, ils sont toujours au même C'est ça, il y a moins. Et... Il y a moins d'évolution, il y en a quelques-uns qui sortent du. Voilà, il y en a quelques-uns qui sortent du lot, c'est ça. Décollé, c'est un autre Freemote. Oui, plus sur la partie IA. Et lui, sur l'IA, à la base, c'est lui qui faisait les montages vidéo, des réels, etc. pour nous. Et puis, il est passé là-dessus. Maintenant, c'est un des top influenceurs AI LinkedIn en francophonie, quoi. Lui, il a décollé assez rapidement, mais la plupart des gens que je vois, tu vois, ils sont là depuis longtemps et ils ont leurs abonnés, ils ont un peu ce statut de gourou, tu vois, sur la plateforme, même si ils aident des gens à se lancer et grossir, même si eux, ils grossissent plus, quoi. Oui, pour moi, il y a un travail aussi de fond là-dessus, et ça, j'essaie de bien expliquer aux clients ou aux prospects, ou même aux élèves de Freenote quand ils se lancent sur LinkedIn, c'est-à-dire que ça va être bien d'aller chercher des vues, d'aller chercher des likes, parce que ça va te permettre de grossir et de développer ton réseau, etc. Mais si derrière, tu convertis pas, tu vas te retrouver à être un influenceur à 10, 20 000 abonnés avec un business qui rapporte rien. C'est ça. Et ça, c'est le risque que beaucoup oublient, parce que ça fait du bien à l'ego de voir ces chiffres qui grossissent. Mais je préfère avoir le compte en banque qui grossit et qui suit avec pour le business. Donc c'est un juste milieu à trouver. Je pense avec une bonne stratégie et le fait d'itérer et tester des choses. Après, il y a eu entre ces périodes-là plusieurs changements d'algorithmes qui font que LinkedIn ne communique pas trop là-dessus, contrairement à Meta par exemple. Donc on est toujours dans des influenceurs qui font des phases tests. Ça, c'est intéressant. On en connaît quelques-uns justement, surtout sur le marché anglophone, qui ont accès quand même à des informations pour pouvoir derrière suivre les statistiques et optimiser la stratégie. Mais il y en a beaucoup aussi qui s'essoufflent et qui se disent bon ben tant pis, on tente ailleurs, ou bien je retourne sur Instagram parce que j'ai plus les codes et j'ai plus la facilité de le faire. Ouais, parce que ces influenceurs, alors il y en a qui sont... il y en a qui ont fait plein de trucs, il y en a qui ont lancé des agences, il y en a qui sont devenus clairement, enfin, ou qui étaient influenceurs, quoi, genre en mode placement de produits, post payé. Et moi, combien de fois on m'a proposé de faire des posts pour des assurances, des plateformes de freelance, des trucs comme ça. Moi, c'est non, genre tu peux pas me payer pour parler de ton truc. Je suis pas, tu vois. Enfin, après, j'ai une tranchée là-dessus. C'est ça, tu as plusieurs techniques. J'ai déjà vu, et ça, tu vois, moi, c'est plus conscience professionnelle ou l'éthique de base. Enfin, je comprends pas par exemple, les influenceurs qui vont promouvoir des produits qu'eux-mêmes n'ont jamais utilisés. Ah oui, c'est ça. Ça, tu vois, pour moi. Mais même, enfin, je sais pas. Après, c'est tout un modèle. Tu as le modèle influenceur. En fait, j'avais une très bonne amie qui avait un blog de mode à la base à Montréal et qui était payée. Elle faisait des trucs, elle a des événements cool, etc. Puis elle était payée par poste. Et en fait, ça c'était en 2015-16. Donc j'ai vu le truc, tu vois. Et au bout d'un moment, elle disait mais je suis payée pour écrire, mais les trucs que je fais m'intéressent plus et machin, tu vois. Et moi, j'ai toujours beaucoup plus aimé le modèle de l'affiliation où tu vois, il y a un vrai truc genre. Si tu recommandes un produit que tu as aimé et que c'est un truc qui vient du cœur, entre guillemets, et que si la boîte génère des ventes, toi tu es payé, tu vois. C'est un modèle avec lequel je suis plus aligné que les boîtes qui payent genre juste pour être visibles. Et, c'est ça, et des fois, genre, je vois des boîtes qui payaient des gens, genre des débutants en freelance, faire des posts sur des trucs de. J'étais là, mais genre, c'est quoi la crédibilité, l'image de la boîte ou quand ils commencent à ouvrir des comptes professionnels sur des banques et qu'ils te partagent, ils font des. Mais je viens de rejoindre telle banque. Oui, après, je pense que c'est un modèle d'affaires qui pour moi est pas à long terme. C'est un modèle d'affaires qui n'est pas à long terme, mais qui est surtout peut pas être ton modèle principal, je pense. Parce que quand tu te lances en freelance, l'objectif idéalement, en fonction de tes missions et de ton métier, c'est d'avoir quelques clients long terme qui sont là, qui sont satisfaits et qui restent. Après, tu pourras toujours diversifier tes revenus avec peut-être effectivement un petit peu d'affiliation, etc. Il y a plein de façons de le faire. Mais je pense que le nerf de la guerre, déjà, c'est connaître ta cible, connaître ses problèmes et apporte une solution. Ouais, c'est ça. Et après, en fonction de ça, si tu as tout un business qui est tourné autour de l'affiliation, en tout cas sur la partie freelance, je suis pas convaincue non plus. Ouais, non, mais c'est bon, du coup, LinkedIn, c'est tout un sujet, un peu un nouveau monde qui s'est ouvert. C'est ça. À condition de bien le faire, effectivement, et pas de rentrer dans le cliché de je parle pour parler, quoi. Tu vois. Mais je vois aussi beaucoup, on en parlait l'autre jour, mais je vois aussi beaucoup de gens, et
c'est pas que LinkedIn, mais en France, et moi j'ai un peu plus ce point de vue, je sais pas, Canada, anglo-saxon du business, et beaucoup de gens qui sont très en France, très prestige, tu vois, être visible, être dans les médias, avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de portée, etc. C'est bien, mais souvent, enfin, voilà, malheureusement, il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas ce qu'il faut derrière, ils n'ont pas le business model, ils n'ont pas, comme tu disais, le tunnel, ils n'ont pas les trucs pour en tirer les profits. Et du coup, ils sont visibles, ils créent du contenu et tout ça, mais en fait, quand tu regardes et que tu creuses des business derrière, en fait, pas forcément, tu vois. Alors qu'à l'inverse, je connais plusieurs Américains qui sont sur LinkedIn, et tu vois, il y en a un, j'ai rencontré à une conférence, lui, c'est un ancien pharmacien, et il aide via LinkedIn, c'est sa plateforme principale, les pharmaciens à trouver des boulots en remote. Et c'est un business de plusieurs millions. Et je sais plus comment il est abonné sur LinkedIn, mais pas énormément, tu vois. Mais c'est un truc ciblé. Il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de pharmacie sur LinkedIn, tu vois. Et il a le business model derrière, il est carré, tu vois. Et ça cartonne, tu vois. Et donc, il y a un truc aussi où si tu as beaucoup d'abonnés, mais tu vends pas beaucoup derrière, c'est un peu aussi genre blabla un peu dans le vent, quoi. Oui. Alors, c'est bien, ça peut apporter de la valeur, mais c'est. Après, comme tu disais, par rapport aux médias ou par exemple intervenir sur des podcasts, etc., c'est aussi derrière, je pense, une stratégie de preuve sociale pour eux. Prouver qu'ils sont en vogue en ce moment, qu'ils interviennent partout, etc. Mais pour moi, il ne faut pas oublier que le marketing, la com, viennent compléter ton offre. Viennent en fait faire le lien entre le problème de ton client et toi, ta solution. Le marketing et la com, techniquement, c'est la passerelle entre les deux, quoi. Mais si derrière l'offre, effectivement, ne suit pas, après, tu auras plutôt des déceptions, quoi. Donc, par exemple, moi, j'avais déjà fait des tests comme ça, hein. J'avais participé à des masterclass où j'avais pris des formations, etc., sur LinkedIn pour monter en compétences, etc., de plusieurs personnes. Et j'étais arrivée derrière et je me suis dit, c'est ça la hype autour du produit. J'étais un peu déçue. Et je parlais avec d'autres élèves, ils me disaient, tiens, cette personne, j'ai pris la formation, il y a des grands trucs qui se passent, il y a des grands challenges et tout. Hyper déçu du contenu au final, quoi. Donc, après, je pense que c'est un peu comme tout, hein. Il y a beaucoup de paraître sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il faut travailler vraiment, c'est le fond. Pourquoi c'est un outil. C'est pourquoi tu l'utilises et comment derrière, tu es sûr que ce que tu fais, ça a un impact. C'est basique, revenir au basique. C'est l'équilibre entre un peu la visibilité et le prestige versus le profit, quoi. Oui, c'est ça. De toute façon, il faut toujours travailler derrière ta rentabilité aussi en freelance quand tu te lances, quoi. C'est comme les élèves qui me disaient, voilà, je vais me lancer sur LinkedIn parce que je commence. Je dis oui, c'est bien, le temps de création de contenu, etc. Mais le temps de créer la stratégie, de la tester, et le temps que tu aies tes premiers retours aussi sur une communauté qui est de zéro au début, tu ne peux pas te permettre de faire que du contenu au début. Il faut que tu ailles chercher, il faut que tu ailles faire de la prospection en direct, il faut que tu ailles montrer ta valeur, il faut que tu ailles parler à tes prospects, quoi. Le contenu, moi je trouve que c'est limite un super bonus si tu fais la base d'aller activer ton réseau. Surtout au début, Surtout au début. Juste un peu un update pour rester top of mind et que les gens se souviennent de toi, tu vois. C'est ça. C'est un juste milieu à trouver. C'est pour ça que moi, au début, j'avais des clients qui se lançaient sur LinkedIn. Mais très vite, j'ai switché de cible en disant vraiment des plus gros clients en termes de business et d'ancienneté et de présence sur LinkedIn aussi. Mais ils n'ont pas assez de résultats ou ils n'arrivent pas à scaler. Donc là, on va essayer de travailler tout ça aussi. Donc, et parlons un peu de freelancing et de freemote. Je serais intéressé parce qu'on sait des trucs, on a des réunions, on parle des problèmes du moment et tout ça. Hier, on s'est fait un meeting d'équipe, on a parlé un peu de vision, etc. Mais toi, du coup, donc Freemote, ça fait 2 ans et demi que tu coaches avec moi dans Freemote. Là, tu as accompagné plusieurs centaines de personnes. Je pense qu'on est à peu près sur du 400, Ok. Ça a bien grossi ça aussi. Commence à bien grossir, Et du coup, c'est quoi un peu tes premiers retours par rapport à ça? Tu as peut-être genre un peu des biais ou des réflexes que voient les personnes qui se lancent qui sont pas bons, tu vois. Et un peu ton ressenti global de cette expérience pour l'instant. Déjà ressenti global, super opportunité. Enfin, je pensais pas arriver en tout cas dans ton activité via cette porte-là. Ça s'est fait naturellement. Écoute, j'avais déjà fait des parties un peu coaching et consulting, mais plus sur la partie du coup de création de contenu et présence digitale avec des clients. Mais je pense ça s'est fait naturellement et j'ai appris aussi à aimer ça et à me dire
tiens, bah, peut-être que je vais développer ça un peu plus. Voilà. Donc on a commencé par les groupes, après on a eu les individuels. Moi je les suis aussi à côté au quotidien sur le groupe Facebook. Donc ça te permet aussi d'avoir cette communauté, de créer des liens. Et il y en a que je connais depuis plus de 2 ans et demi, du coup on se recroise des fois en voyage, ça fait toujours plaisir. Et je le vois vraiment pas comme une mission pro, mais vraiment une mission perso, dans le sens je veux accomplir ça, je veux aider des personnes, je veux vraiment, et je sais qu'on a de l'impact là-dessus. C'est addictif comme. Ouais, c'est trop cool, moi j'adore. Et puis on crée des liens, tu vois. L'impact que t'as, et c'est plus tangible, je trouve, que aider un client à faire plus de ventes. Tu vois, peut-être quelqu'un à 107-0 et souvent il y en a plein qui viennent de burn-out, des trucs comme ça. Et c'est ça aussi cool. La beauté, je pense, qu'on a dans Freemode, c'est que on a tellement de profils représentés, que ce soit au niveau pro des activités, que ce soit au niveau des pays, des âges, etc. Moi, au début, tu vois, je me rappelle, le tout premier coaching que j'avais fait, c'était en novembre, il y a 2 ans et demi, quoi. Et je me suis dit, grosse panique. T'aurais dû me voir, j'étais là le matin, je me suis dit, mais je vais pas réussir à gérer ça toute seule et tout, gros syndrome de l'imposteur et tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à C'était les premiers que j'avais fait toute seule? Ouais, c'était le tout premier que j'avais fait toute seule. En septembre, je les ai animés moi et t'étais là. Ouais, je crois que c'était septembre, octobre, et novembre, j'ai commencé toute seule, ouais. Et octobre, tu les animais et moi j'étais là, et après novembre, c'était genre, ok. Je lançais dans le bain. Mais je le sentais aussi, mais c'était la next step, quoi. Ouais, et puis après, de toute façon, j'ai toujours demandé aussi aux élèves d'essayer de creuser et d'être le plus transparent, parce que c'est comme ça vraiment qu'on peut les aider au max. Et je pense qu'on crée des liens de confiance aussi comme ça, et ils savent que s'ils ont une problématique ou bien au contraire une victoire, etc. à célébrer, ils savent qu'il faut nous envoyer un message et on reste dispo quoi qu'il arrive. Je pense vraiment c'est ça la grosse différence d'autres formations, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vois, tu as fini ton accompagnement de 6 mois, bah écoute, ciao, bye, merci, débrouille-toi, tu vois. Là, il y a des élèves, s'ils ont des problèmes ou des questionnements 2 ans après, ils savent qu'ils ont toujours accès au groupe Facebook, à la communauté. Le programme, moi c'est pour ça que j'ai toujours voulu laisser accès à vie au programme pour que les gens ils puissent venir. Là, c'est il y a 2 jours, il y a, je sais plus son nom, quelqu'un qui a suivi Freemode il y a 3 ans, qui est revenu et sous un post qu'on fait régulièrement toutes les semaines, tu vois, de suivi. Il a dit ok, je reprends freelance, je reprends ce Freemode, je reprends le module 1, etc. Je dis ok, c'est cool. Parce que freelance, c'est aussi les différences. Il y en a qui sont freelance, ils arrêtent un peu pour faire d'autres projets, ils s'y remettent, ou ils se disent ok, je sais pas, parce que c'est pas évident non plus d'être freelance dans la durée, tu vas faut être constant, il y a le truc des vacances, etc. qui arrêtent. Mais la plupart, tu sais qu'ils vont dans le salariat, il y a des trucs qui vont les frustrer trop et qui vont venir encore plus fort, tu vois. Ouais, s'ils étaient là de base et qu'ils ont fait le choix de rejoindre, il y a quelque chose qui est là, tu vois. Comme moi, quand je me suis lancée, il y avait quelque chose qui était là et que je savais qu'au fond, je voulais plus, tu vois. Et je disais aux élèves, c'est ok d'avoir de l'ambition, c'est ok de vouloir tester des choses ou de ne plus vouloir des choses qui sont liées généralement au salariat. Voilà. Et c'est ok aussi de prendre son temps. C'est-à-dire que comme la femme qui était là en 2021 et qui est revenue maintenant, il y a des choses qui se passent dans la vie, que ce soit vraiment des problèmes de santé ou autre, et c'est ok de ne pas vouloir non plus tout faire d'un coup tout de suite, de laisser passer. Je pense que chaque projet, chaque personne est unique vraiment dans sa façon de gérer ça et de lancer son activité. Donc au contraire, ça me fait plaisir de dire écoute, j'ai pas lâché, il s'est passé plein de galères pendant ces 2 ans, mais l'envie est toujours là et je vais essayer de trouver des façons de le faire petit à petit, et ils savent qu'ils ont la communauté derrière pour les aider, quoi. Ouais, c'est ça. C'est cool. Et puis ça, il reste dans le groupe. Nous aussi, l'idée c'est vraiment que tout le monde soit gagnant, quoi. Oui, là, on a la garantie qu'on a lancée qui est plus alignée avec ce qu'on veut faire, tu vois. C'est si au bout de 6 mois d'accompagnement, les Freemode n'ont pas trouvé de client payant, tu vois, au moins un, bah, on continue à les accompagner jusqu'à ce que ce soit le cas, parce qu'une fois que tu as trouvé un client payant, après c'est facile d'en trouver d'autres. Tu peux dupliquer facilement la façon de faire. Histoire d'être aligné avec ça, et puis aussi tous les... là on est en Thaïlande, et tu vois on était 6-7 Freemode l'autre soir là au resto. Donc il y en a qui bougent, il y en a qui se basent partout, et ça bouge, quoi, il y en a un peu partout. Et là on va bientôt aussi lancer les meet-up tous les mois en physique dans certaines villes, donc ça, le côté en personne et communauté, il est fort, parce que il y a aussi le truc que les freelances, tu as souvent besoin aussi d'amener d'autres freelances chez tes clients.
Et c'est le meilleur moyen de recruter, tu vois, c'est ok, Léa, je cherche quelqu'un pour faire, je sais pas, tel truc. Est-ce que tu connais quelqu'un, quoi? Ouais, Et c'est un si tu as vrai bossé travail de avec, réseau. Ouais. si t'as bossé avec eux, avec une personne, chez un autre client ou autre, bah ça se fait bien. Mm. Et ouais, c'est vachement sous-estimé par les freelances et les freemotes en général, le pouvoir de la communauté, quoi. Et même, je dirais d'un point de vue business, comme tu me disais, au niveau du recrutement, de bosser ensemble, etc. Et moi, je dirais même en termes de soutien. Parce que, tu vois, par exemple, moi, quand je me suis lancée à 23 ans, dans ma famille de salariés, personne ne comprenait. Ils disaient comprendre, mais ils n'étaient pas dedans. Ils connaissaient pas ils connaissaient pas les galères, ils connaissaient pas est-ce que je vais finir cette fin de mois, et j'ai des trucs à payer, etc. Il y a plein de problématiques qui ne vivent pas, donc ils ne peuvent pas comprendre à ce stade-là. Et juste, moi, je prends du recul maintenant et je me dis, si j'avais Frimote et que je te connaissais à l'époque, j'aurais évité tellement de galères, j'aurais économisé tellement de temps, tellement de sous aussi, parce que voilà, j'ai fait plein de pépins. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait la force de Frimote, c'est le fait voilà, de se dire, on est passé par là, ou on est en train de le faire aussi en même temps que toi, et c'est ok, on peut en parler. Et, si on n'a pas la réponse à toutes les questions tout de suite, c'est pas grave, et on continue d'avancer, tu vois. Et c'est juste le fait de se dire, je suis pas tout seul. Ouais. Ça, je pense, c'est hyper important. Ouais, c'est clair, et ça. Maintenant, ça paraît logique, et là, tu vois, le format un peu de Freemote avec le programme, un accompagnement de la communauté, maintenant, c'est un peu devenu la norme. Mais quand j'ai lancé Freemote en 2019, il y avait pratiquement personne qui faisait ça en francophone. Ouais. Et même en anglophone, il y avait des gens qui faisaient des group courses où tu avais un live avec des experts et tout ça, pas mal, mais le format un peu hybride comme ça. Après, il y a communauté et communauté, dans le sens où, oui, par exemple, tu vois, il y a de la communauté, mais qui ne sera pas forcément animée, ou qui ne sera pas vivante sur du long terme. C'est ça. Le nombre de fois où j'avais rejoint des formations avec des communautés Discord, Slack, WhatsApp, etc. La hype s'étouffait au bout de 2-3 semaines, tu vois, après la formation ou après le challenge ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, c'est tellement dommage parce que toutes les infos que tu emmagasines pendant cette période de formation, tu n'as peut-être pas la problématique qui va se déclencher au bout de 2 semaines. Peut-être dans 6 mois, etc. Et tu perds les liens que tu as créés avec les personnes, etc. Et là, je trouve que justement, Freemote vit beaucoup dans le temps. Dans le sens où tu termines jamais vraiment Freemote, sauf si tu vas évoluer et que tu vas après, par exemple, scaler ton business, puis tu vas aller dans le mastermind, des choses comme ça. Mais la vie de freelance, ton activité, tu peux toujours l'optimiser. Tu as toujours des nouvelles problématiques qui arrivent. Et tu as toujours besoin d'avoir des personnes ou du backup pour voir du soutien là-dessus, tu vois. C'est ça. Donc, je pense que ça vit très bien dans le temps, en fait. Le marché change, tu changes, donc Et le groupe Freemote, le groupe Facebook, ça paraît un peu old school, mais on en parlait. La plupart des gens, ils ont un compte Facebook, ils y vont quand même un petit peu. C'est une plateforme plutôt qu'aller faire les gens ailleurs. Et Facebook, moi, ça a été beaucoup de travail au début pour animer la communauté, parce qu'au début, on a commencé, on avait 8 Freemote. Et donc moi, je postais tous les jours pour demander où vous en êtes, etc. Machin. Et pendant, je pense, bien 1 an et demi, 2 ans, c'était vraiment, je forçais le truc un peu, tu vois, j'étais là, j'étais présent, je faisais des petits lives dans le groupe, etc. Et après, c'est aussi le côté bienveillance et ceux qui veulent give back, qui ont aidé. Par exemple, tu vois, je pense à Mathieu, Victor, Marie, etc. qui, en fait, eux, s'étaient bien lancés en freelance, ça marchait bien et tout ça. Et ils étaient là dans le groupe Facebook pour répondre aux questions des gens. Et en fait, ça, c'était assez magique pour moi, parce que moi qui voyageais tout le temps, il fallait que je gère les coachings, des appels avec des prospects intéressés, plus ça et tout ça. Et en fait, tout en voyageant, étant au Mexique, en Asie ou autre, et en fait, d'avoir ça, c'était génial, parce que moi, en fait, et même aujourd'hui, souvent, un petit peu moins maintenant, vu que tu es là et plus proactif, mais pendant une période, c'était genre, quelqu'un postait une question, un truc en groupe Freemote, et moi, j'y allais tous les jours à la même heure, et d'ici à ce que j'y aille, souvent, il y avait déjà des réponses, c'était déjà réglé, quoi. Parce que les gens de la communauté avaient voulu aider, give back, et c'est aussi comme ça qu'ils créent des liens entre eux. Je pense que la beauté de la chose aussi, c'est que nous, on a créé la plateforme, on l'optimise. Moi, j'y passe au quotidien pour continuer à faire un suivi, parce que je vois vraiment le groupe Facebook comme une extension des coachings de groupe. C'est-à-dire que nous, on se voit, par exemple, une fois par mois en coaching de groupe et en individuel pour ceux qui l'ont. Mais tu as peut-être des problématiques tout le long du mois, quoi. Donc ça, on garde contact, et moi j'aime bien les challenger aussi en disant pour être sûr que tu fasses bien tes petits exercices et que tu ailles chercher tes clients, on se tient au courant sur le groupe, tu montres un petit peu tes messages de prospection, etc.
Donc ça permet aussi de... Challenge. C'est ça, des petits challenges, des petits défis pour casser la procrastination. Et on se retrouve et on garde contact en fait. Tu vois. Et ça fait un peu le côté working buddies qu'on peut avoir aussi dans les pays anglophones. En disant, bah, ok, on est à peu près au même module, est-ce qu'on peut bosser ensemble là-dessus? J'ai besoin de faire un petit scénario de prospection, est-ce que tu peux m'aider? Donc, ce qui est bien aussi, c'est que parmi les plus de 700 Freemode, parce qu'on est 700 maintenant, il y a tous les profils, tous les métiers pratiquement qui sont représentés. Donc, tu auras toujours quelqu'un qui va arriver avec une réponse. Et ça, c'est cool. C'est clair. Et ouais, il y a aussi il y a le fait qu'il y ait beaucoup de personnes, il y a plein de différents métiers et tout ça, mais il y a aussi, comment dire, il y a aussi le truc, tu vois, des gens qui se lancent. Un exercice que je te recommande, c'est d'aller contacter les gens qui font ce que tu veux faire ou pour te renseigner. Et du coup, ça, le répertoire Freemode, c'est dépendamment des métiers, on a 5, 10, 15, 20 personnes, tu vois, et à contacter, ça te fait gagner beaucoup de temps. Ouais, et ça te permet aussi d'être plus à l'aise déjà, parce qu'il y en a, ils sont plus ou moins timides, donc ça permet de créer des liens avec des personnes qui reconnaissent un peu ton métier. Après, ce qui est intéressant aussi, je te dirais, avec Freemode, c'est que tu as accès aussi à énormément d'informations, que ce soit les modules, les exercices, les coachings. On partage aussi beaucoup de ressources sur le groupe Facebook. Et nous, ce qui est bien aussi, je te dirais, c'est qu'on met ça à jour. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de veille. Enfin, moi, je sais que par exemple, avec Vanessa, on fait beaucoup de veille sur tout ce qui est les changements, par exemple, administratifs qu'on peut avoir en France ou dans les autres pays, les évolutions au niveau des stratégies de prospection, etc. Et on essaie toujours d'apporter du contenu aussi et de faire vivre l'information comme ça. Ouais. Et ça, j'avais eu des feedbacks des élèves. Tiens, tu avais mis à jour le module 3 sur l'administratif, c'est trop cool, merci et tout. Et je pense que c'est apprécié aussi ce fait-là qu'on veut vraiment toujours peaufiner l'offre à fond. Ça, c'est cool. Ouais, c'est sûr. C'est pas évident de le communiquer, tu vois, ceux qui sont pas dedans, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de mal à exprimer, et même sur les copywriters, etc. Freemode, vraiment tout ce qu'il y a dedans et l'impact, parce que tant que tu n'y es pas, tu peux pas le savoir. Et même si tu y es, ça peut prendre du temps avant que tu réalises le truc, quoi. Ouais. Et ouais, c'est un autre problème. Et quand on avait parlé d'interview, etc., je t'avais demandé de ces deux sujets sur lesquels tu as des avis tranchés. Oh. Il y en a un, tu as dit la motivation n'est pas ton allié. Oui. Vu qu'on parle de Freemode et que j'imagine que c'est aussi beaucoup relié à ça, oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, bien sûr. C'est une thématique que je vois souvent arriver en coaching. Donc ça va relier aussi beaucoup avec la productivité. Ouais. Là, justement, ça m'a fait sourire parce que il y a eu la période des fêtes de fin d'année et généralement le mois de janvier. Et j'attendais pour voir un petit peu challenger les Freemode. Alors, pendant les fêtes, ça a un petit peu bougé ou sinon, voilà, franchement, j'ai pas eu de motivation, j'ai rien fait, j'arrive pas à m'y remettre, etc. Et bon, ça m'a fait sourire parce que bon, déjà, c'est la période, tu vois, donc tranquille, profite. C'est OK de pas bosser H24 pendant les fêtes et de prendre du temps pour toi, donc il n'y a pas de culpabilité à avoir. Par contre, la problématique que je remarque aussi souvent, c'est que certains Freemode sont trop dépendants de la motivation, en disant pour eux, c'est la motivation qui va leur permettre de passer à l'action pour atteindre des objectifs. Tu vois. Moi, je le vois différemment. Pour moi, la motivation arrive en fin de cycle. C'est-à-dire que c'est ton passage à l'action qui va entraîner des résultats. Ouais. Ces résultats, ton cerveau va les capter en fait comme des sortes de un jeu, tu vois, une sorte de gamification. C'est des petits cadeaux. Tiens, t'as un palier, etc. Tu vas voir ça, tu vas dire ah trop bien, j'ai envie de refaire ça. Et là, tu arrives à la motivation qui te donne envie d'avoir l'élan du deuxième truc. C'est ça. Ouais. Et mais moi, je le vois après scientifiquement à voir si c'est prouvé ou pas. En tout cas, j'avais vu une étude passer effectivement qu'il y avait ce côté, c'était l'action qui enclenchait derrière ta motivation de revouloir avoir ce sentiment-là. Et ça, c'est tout bête. Donc, je disais aux élèves, il y a plein d'astuces, il y a plein d'exercices qu'on bosse ensemble pour vraiment stimuler le cerveau à se dire, ok, je passe à l'action. Et je fais pas confiance à la motivation. Ouais. Bon, si je fais confiance à la motivation, enfin, 3/4 du temps, les gars, on l'a pas. Donc, même moi, c'est un scam. C'est un scam. Ouais, il y a clairement un truc. Et c'est vrai qu'en fait, la motivation, c'est super de surfer la vague quand tu l'as. Mais c'est up and down. Des fois, c'est haut quelques moments, et quelques semaines, quelques jours, ça redescend. Et c'est pas fiable, en fait. Alors que passer à l'action, c'est fiable.
Oui, bien sûr. Et ça marche pas. Mais oui, mais ce que tu dis, c'est après le truc scientifique derrière, mais ce qui me vient, c'est le livre de James Clear, Atomic Habits. Oui. Où tu as genre Trigger, Action, Reward. Ouais, c'est ça. Et le trigger, c'est peut-être que c'est un événement de ton calendrier de 1 heure, un créneau pour bosser et tu bosses sans te poser de questions, quoi. C'est ça. Et c'est comme, tu vois, il y a des jours où, je sais pas, tu te lèves, tu as un truc à faire, t'as pas envie et tout ça, et tu vois, tu commences par un petit truc, tu te mets dans le bain et après, en fait, hop, c'est parti. Ouais, c'est le plus dur, en fait. C'est le plus dur et souvent, quand j'essaie de creuser un petit peu avec les élèves aussi, ils ont plus l'appréhension d'une idée qui se font de l'action que de l'action en elle-même, tu vois. Oui, oui. Moi, je vais donner un exemple très concret. On rigole de ça souvent avec les élèves. Je kiffe pas l'administratif, tu vois. Je me réveille pas tous les matins en me disant pomper l'offre de la paperasse, tu vois. C'est vraiment pas mon. Mais par contre, je sais qu'il faut que je fasse, tu vois. Je sais qu'il faut que je fasse ma facturation, mes déclarations, blablabla. Demain, peut-être, quand je déléguerai à des assistants virtuels de Freemote, ce sera peut-être plus le cas. Mais à l'inverse, je me dis, c'est quoi, Léa? Fais 5 minutes. Tu fais 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, tu vas dire, ok, soit j'arrête, soit je continue, c'est fine, qu'importe la situation. Ouais. Et en fait, t'as compris, c'est tout bête, au bout de 5 minutes, ton cerveau va dire, c'est bon, je suis déjà dans une phrase, je suis déjà en train de faire tel dossier, et je finalise, au moins c'est fait. Ouais. Et c'est tout bête, juste le fait de dire, j'enclenche mon cerveau sur 5 minutes, il est moins trigger sur du long terme, en disant, ok, c'est 1 heure, je vais faire ça 3 heures, etc. Et tu la forces à vraiment prendre une habitude de passer à l'action et d'aller atteindre un petit peu tes objectifs au quotidien, quoi. Ouais, clairement. Et puis la motivation aussi, tu vois. Enfin, si je me remets à l'époque où voilà, j'étais salarié, bon, j'étais déjà freelance, mais on the side, et tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont leur entourage, c'est le rythme un peu classique, tu vois, genre, on bosse assez dans un boulot qui est tolérable, mais pas ouf. Ouais. Le week-end, on sort, tu vois, il y a des bières, des machins et tout ça, et du coup, pour un moment, il faut mettre les limites et te dire, ok, non, en fait, genre, ce soir, les gars, je bosse sur mon projet freelance, et voilà. Et il y a aussi, moi, le truc que je vois beaucoup de personnes, c'est un peu un problème de société en général aussi, c'est les gens, ils voient juste l'action à faire, et donc, ça me fait pas envie, c'est machin. Mais le truc court terme versus le bénéfice long terme. Parce que, en vrai, il y a des trucs chiants à faire, tu vois. Par exemple, il faut que tu fasses la prospection, il faut que tu fasses des suivis, tu sais que ça peut prendre un peu de temps à germer et tout ça. Mais si tu te projettes en te disant, ok, je suis une méthode, je sais qu'elle fonctionne, je sais que c'est prouvé, que je suis suivi, etc. Et ils me disent de faire ça pendant X temps, tu vois. Ouais. Tu peux te dire, ok, si je leur fais confiance et que je le fais pendant, je sais pas, 1 mois, en fait, au bout d'1 mois, peut-être que j'arrive à trouver un nouveau client par mois en faisant ça. Et du coup, en fait, tous tes problèmes du futur, ils sont réglés plus ou moins, tu vois. Alors que souvent, on voit juste le bout de son nez, c'est ok, il faut que j'aille réactiver mon réseau, il faut que j'envoie une proposition, il faut que je fasse un call. Ouais. Et des fois, même moi, tu vois, il y a des trucs, je sais qu'il fallait que je recrée tous les ans des vidéos freelance, genre comment s'en sort en freelance, etc. Tu vois, devenir freelance en 2025, et je vais le faire, mais j'avais un gros blocage là-dessus parce que je disais, en fait, tout le contenu freelance que j'aurais pu faire, je l'ai déjà fait. Genre, le mieux que j'aurais pu faire, c'est dans Freemote, puis il y a la communauté autour. Je vais pas faire une version un peu moins pour YouTube parce qu'il faut, quoi. Mais en fait, j'ai parlé avec un mec qui a pratiquement 2 millions d'abonnés sur YouTube, tu vois. Et lui, il a fait des dizaines de fois les mêmes vidéos, tu vois. Il disait, en fait, c'est le même truc. Tu sais, tu le vois en freelance, mais pour ça, c'est le même truc. C'est genre, vois pas la vidéo à faire. Tu vas la faire, tu vas améliorer la dernière et ça va être fait. Oui, ça va pas être funky, tu vois, mais tu pourrais y prendre plaisir. Par contre, vois le résultat après. Tu vois que cette vidéo, peut-être qu'elle va t'amener, je sais pas, 100 leads de personnes dont tu peux changer la vie, tu vois, et qui vont rejoindre ton programme, et voilà. Donc de voir un peu plus loin, des fois ça enchaîne un truc, et c'est pour ça que pour moi tous les trucs, tu vois, c'est les trucs quand on est enfant, de faire des choses difficiles, ça nous éduque. Par exemple, moi, l'exemple que j'ai, c'est ça peut être le sport et la musique, tu vois. Mais la musique, moi j'ai fait de la trompette depuis que j'avais mes 7 ans, et j'ai suivi tout le cursus de solfège. Genre, j'ai mon brevet national de solfège et tout. Clairement pas ma passion, mais je l'ai fait parce que y avait un peu une rigueur, tu vois. Bon, pour mes parents, c'était important, pour mon père, qu'on fasse de la musique, et c'est pour nous ouvrir, etc. Et j'ai fait le truc jusqu'au bout, tu vois. Et je voyais pas le but, tu sais, quand t'es ado, putain, je dois aller encore à un autre truc, le solfège, apprendre la théorie des quintes, machin, voilà. Mais quand tu l'as fait, t'as un peu plus de street cred.
et tu comprends un peu plus de trucs aussi quand tu joues, et voilà. Et c'était dur. Du coup, moi, je pense que c'est un truc aussi, tu vois, là. Et ça étonne des gens des fois, mais moi, peu importe ce qui se passe, etc., le matin, je suis là, je suis hop, je pourrais. Enfin, moi, des fois, je prends des jours off, des vacances, des machins. Mais je pourrais, enfin, tu vois, je pourrais me reposer sur l'équipe et dire, voilà, on a un bon truc, on pilote le truc, et voilà. Mais j'ai toujours ce truc de continuer à évoluer parce que je vois la vision plus moyen long terme, quoi. Ouais, et tu t'aimes bien te challenger aussi par rapport à ça. Ouais, Bon, prochaine étape, peut-être le saxo. non, Euh, surtout pas. Non, mais. Anti-saxo. Mais tu vois, c'est le truc voilà, de dire en fait, genre si je suis là, je show up et que je fais mon truc, bah en fait je peux peut-être impacter, je ne le saurais pas et je ne saurais pas qui, quand, etc. Mais peut-être une personne, tu vois, dont ça va peut-être changer la vie. Absolument. Du coup, ça c'est puissant. Quoi. Et puis je pense que c'est le côté court terme, long terme qui joue beaucoup sur ces impacts-là. C'est souvent les élèves voient comme seule victoire le fait d'avoir un client. Oui. Et moi, j'essaie de travailler avec eux, justement, toutes les étapes, tout ce que vous faites en amont, toutes les victoires en fait, que vous ne voyez pas au quotidien. Ouais. Par exemple, le nombre de freemodes qui sont arrivés le premier jour en me disant « Écoute, moi, je suis hyper introvertie, je n'arrive pas à parler devant les gens, j'ai trop peur de prospecter par rapport à ça. » Et au bout de 1 ou 2 sessions de coaching, déjà, ils sont plus à l'aise en vidéo avec les autres élèves. Ouais. Ils ont dit, écoute, j'ai lancé ma prospection, j'ai retravaillé tout mon réseau, je suis allée parler avec des nouvelles personnes que je ne connaissais pas. J'ai dit, tu vois, tout ça, déjà, là, au niveau de tes compétences et au niveau aussi de ton mindset, tout ça, c'est des victoires à célébrer. Ouais. Et c'est des petits milestones au fur et à mesure qui vont te permettre d'atteindre ton objectif, trouver ton client. Mais ton objectif, trouver ton client, savoure le parcours aussi, quoi. Attends pas juste ça parce que tu vas être déçu et tu vas dire tout au long du chemin, le temps que j'ai pas le client, c'est inutile ce que je fais, alors que pas du tout, tu vois. Ouais, puis c'est des trucs qu'on a mis dans les process, tu vois, de coaching. On commence par les victoires. Absolument. Peu importe, ça peut être juste d'être là, ça peut être d'avoir machin. Tu as pu avancer dans les modules, tu as pu faire un exercice sur lequel tu étais bloqué, tu as contacté des personnes, tu as fait ton premier appel. Il y a plein d'étapes, il y a plein de choses à célébrer et il faut vraiment travailler ça, tu vois. C'est pas forcément facile pour tout le monde parce que souvent on voit le verre à moitié vide en disant c'est pas assez, je fais pas assez, ou bien tiens, je suis nul, lui il a déjà eu tant. Donc on est tout le temps dans la comparaison négative et pas le côté je me compare pour me motiver. Oui. Tu vois. Et c'est aussi un truc. Puis c'est vraiment cool de commencer par ça parce que ça met une bonne vibe. Et sinon, je sais pas, c'est un peu. J'ai l'impression de faire que critiquer la France et les Français, mais non, mais c'est un peu français, tu vois, d'être un peu en mode se plaindre, c'est chiant et tout. Oui, on aime bien ça, c'est vrai. Tu vois, si tu commences un coaching en disant, ok, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse aujourd'hui? Enfin, c'est pas comme ça, mais tu vois, c'est quoi les problèmes ou sur quoi on veut travailler? C'est forcément les trucs qu'il faut travailler, qui sont les problèmes, les challenges. Et du coup, ça skip toute cette période-là que les gens ne font pas en fait par eux-mêmes. Et ouais, c'est aussi un truc aussi de voir les trucs un peu à moitié vide et d'être un peu ronchon. L'accompagnement aussi. J'ai pas les trucs. Le plus important aussi, c'est de les accompagner là-dessus, c'est-à-dire que oui, on est là pour vous aider à résoudre vos problématiques, etc. Mais on est là aussi pour que vous puissiez lancer et vivre de votre activité et la structurer au fur et à mesure en toute autonomie. Ouais. Donc cette autonomie-là, il faut que vous puissiez la tenir sur du long terme. Et pour ça, tu ne vas pas tenir sur du long terme si tu regardes que le négatif. Oui. Le négatif va t'aider à optimiser. Mais si tu regardes que le négatif, tu vas te tirer une balle dans le pied et tu vas dire ça valait pas le coup, je retourne dans le salariat, etc. Alors que tout ce que tu as accompli, si tu vois quelque chose qui bloque, vois ça à l'inverse, c'est excellent. Ça veut dire ok, j'ai réussi déjà à prendre du recul, à remarquer que quelque chose ne fonctionne pas. Ouais. Comment je peux faire mieux? Comment je peux l'optimiser? Comment je peux aller, par exemple, optimiser mon message de prospection, optimiser mon offre, etc. On ne va pas avoir un taux de conversion de 100%. Bon, sauf si vous avez la recette magique, mais j'ai des doutes. Mais c'est toujours se dire comment je peux faire mieux qu'hier. C'est aussi simple que ça, en fait, la vie, quoi. Donc, c'est ça. J'essaie de travailler sur ça aussi avec les élèves, de dire, voilà, on félicite et on travaille un petit peu sur ces victoires-là, on valorise. Et après, on travaille sur les problématiques. Parce que les problématiques, de toute façon, on va le travailler au quotidien, on va mettre en place des plans d'action, on va mettre en place des exercices. Mais sois fier de ce que tu as fait, quoi. C'est ça, ouais. Sois fier de ce que tu as fait et sois aussi fier de ce que les autres ont fait. Ce que je vois aussi, et ça, c'est un truc français que je vois, enfin, surtout, mais c'est en fait, il y a un peu cette tendance à être, à pas être heureux pour les autres qui réussissent. À être envieux aussi. À être envieux, un peu jaloux. Et en fait, c'est un peu ce mode où en fait,
J'ai l'impression alors, que tu vois, c'est un peu comme si quelqu'un réussit, il te prend de toi. C'est un peu un truc en France. Oui, Toxique. oui, c'est un peu le côté Et aussi syndrome tu sais, les bons élèves. C'est les bons élèves se font taper dessus par le reste de la classe, quoi. C'est un peu le même concept. C'est-à-dire que ouais, quand tu as du succès, parce que moi, j'ai pas réussi à être, par exemple, successful, que tout de suite, l'autre, il a pas le droit, quoi, tu vois. c'est ça. Oui, c'est un peu le côté truc de- toxique, un peu, ouais. Bon, c'est un peu le truc en France aussi. Tu vois, les gens qui font de l'argent, bah forcément, ils ont. Ils sont mal vus, ouais. Alors que la vision nord-américaine du truc que moi je préfère, c'est genre en fait, tu sais, c'est un peu un gâteau, tu vois. Ouais. C'est pas parce que je prends une part plus grosse du gâteau que t'en as moins. Parce que le gâteau il grossit aussi, tu vois. Et genre c'est aussi pareil pour le truc il y a de plus en plus de freelance, donc bah, plus de compétition, mais en même temps il y a plus de demandes et en fait c'est pas un jeu à somme nulle en fait. Oui, non, c'est sûr, c'est pas parce qu'il en prend plus qu'il y en aura plus sur moi, etc. Ouais, Non, si c'est tu vois sûr. quelqu'un qui cartonne, bah après il sera trop occupé, il va devoir déléguer à d'autres freelances ou emmener des gens et ce sera peut-être toi. Et c'est d'être, en fait, c'est ce truc, voilà, d'être content pour les autres. Et d'apprendre aussi de ça et de dire, moi, ça doit te donner envie d'aller avoir la même chose, tu vois, Ouais. dans le sens, euh, tu vois, on reprenait les exemples de LinkedIn, des réseaux sociaux, waouh, cette personne, elle a eu 300 000 abonnés, elle a eu 10 000 likes, etc. Moi, je suis nulle, j'arriverai pas à faire ça, etc. Déjà, compare ce qui est comparable. Ouais, c'est ça. Oui, tu vas pas te comparer Ouais, à bah, ça, quelqu'un c'est qui encore a voilà, c'est un autre 50 sujet, 000 ça. abonnés, qui sont lancés en freelance depuis 5 ans, etc. Ouais. Et par contre, dis-toi que, au lieu d'être envieux ou toxique par rapport à ça, dis-toi, ok, qu'est-ce que je peux analyser, qu'est-ce que je peux récolter Ouais. et adapter à mon business, à ma situation, à là où j'en suis. Et après, c'est lié aussi, je te dirais, ce que tu me disais tout à l'heure, à la perception et à la compréhension de l'argent. Ça, c'est encore un autre débat En face du en contenu dans France. Streamline Ouais, là-dessus. pour moi, il faut déjà travailler juste sur le mindset, sur l'argent. Pour moi, c'est pas une fin en soi. C'est un moyen qui va te permettre de faire des choses. Voyager, passer du temps avec ta famille, Tes rêves. accomplir mes nombreux rêves. J'ai une rêve. Millions de rêves. Non, peut-être pas. C'est une d'objectifs maintenant. C'est plus des rêves. Je les vois pas comme des rêves. Non, il doit y avoir 160, mais ça va. J'ai avancé un petit peu sur la liste, c'est bon. Mais oui, le plus important, c'est je dirais, de passer à l'action par rapport à ça et de comprendre comment tu peux l'adapter. Et après, tout simplement, te donner les moyens d'y arriver, quoi. Aussi simple que ça. Et tu avais dit aussi comme autre sujet tranché, c'est les freelances des îles ne valent pas moins que les métropolitains. Oui, alors ça, c'est un grand Alors, débat. Dis-nous tout. Je sais pas, je vais pas rentrer dans les Pourquoi débats. est-ce qu'il vaudrait moins? Alors parce que on remarque aussi sur le marché, souvent, que ce soit au niveau du salariat ou pas, mais que souvent il y a des entrepreneurs ou des entreprises qui vont plutôt choisir des profils type métropolitain à faire par exemple venir sur les îles pour travailler. Et pareil sur la partie freelancing, qui vont par exemple avoir deux profils, deux CV, je dirais par exemple identiques, plutôt s'orienter vers le côté métropolitain. Ok. Ah ouais. Ouais. Et après, je te parle même pas de prix cassé. Le nombre d'entrepreneurs qui vont par exemple dans les îles ou bien à Madagascar, etc., pour essayer de faire casser les prix, 5 € de l'heure, des choses comme ça. Et moi, c'est quelque chose un petit peu qui m'énerve venant des îles parce qu'on a énormément de talent, on a énormément de profils intéressants. Et j'ai l'impression qu'on doit se battre 2 fois plus parce qu'on n'est pas vraiment français pour certains, tu vois, alors qu'en fait, c'est juste qu'on a un océan d'écart, voilà. Mais le combat est un peu plus dur aussi à ce niveau-là. Je pense qu'on a des talents, il faut qu'on se laisse aussi, nous, on se donne à fond pour le prouver. Et qu'après, on laisse la chance aussi aux gens des îles de montrer ça. Parce que tu vois, j'en croise plein sur la route. J'ai croisé plein de rayonnés freelance qui ont énormément de talent. Donc, juste à valoriser, quoi. C'est pas parce qu'on vient d'une île qu'on est moins pertinent ou talentueux que des personnes qui viennent du continent. Je dirais ça comme ça. Ouais, c'est sûr. Après, moi, je vois aussi le truc, tu vois, le truc des Français, enfin, Québécois aussi et tout ça. Et je sais qu'il y a aussi l'histoire de, voilà, La Réunion, il y a un peu moins de décalage horaire, tu vois, mais il y a aussi ça, le fait que tu sois loin, qu'ils connaissent pas peut-être ton quotidien, ton environnement. Oui, C'est pas que oui. ça. Non, c'est pas que ça. Moi, je pense aussi, après, c'est très. Après, c'est lié aussi à. Bon, on va pas faire un débat, mais tu vois, l'histoire coloniale qu'il y a eu avec la France, etc. Ouais, non, mais ça, je ne veux même pas me lancer là-dedans, c'est compliqué après. Je pense que on a une très belle histoire. On a de très belles compétences sur l'île aussi.
il faut qu'on se donne les moyens et il faut qu'on nous laisse notre chance aussi d'exprimer ça. Et de rien lâcher, quoi. C'est parce que oui, on va des fois travailler 2 fois plus dur pour trouver cette valeur-là, mais à la fin du compte, ça vaut le coup, quoi. Et après, oui, décalage horaire ou pas, tu vois, sur la partie freelance, moi, ça me gêne pas du tout. On s'organise, c'est des questions de process, d'onboarding client, etc. Le plus important, c'est aussi toi, qu'est-ce que tu veux, avec qui tu as envie de bosser, et de trouver des clients qui sont, je dirais, alliés avec tes valeurs, quoi, tout simplement. Moi, j'ai déjà refusé des clients parce qu'ils me disaient, bon, ben, tu viens de la Réunion, donc moi, j'ai un budget pour toi entre 5 et 6 euros de l'heure. Je dis, mais c'est quoi le rapport? Enfin, pourquoi? Parce que je viens de la Réunion. Madagascar. Alors déjà, voilà, confusion. Et je dis, même des personnes de Mada sont tout aussi compétentes et qualifiées. C'est pas parce que tu viens d'une origine différente que je comprends l'histoire des marchés, etc., sont différents en fonction des prix et tout. Je peux l'entendre. Mais juste de dire, parce que tu viens de tel pays, donc ton prix sera fixé par rapport à ça, à ta tête. Là, par contre, je dis, les gars, abusez pas, quoi. Compétences, valeurs. Valeurs perçues, objectifs, etc., quoi. Donc non, après, c'est un peu une sorte de discrimination derrière par rapport à ça aussi, tu vois. C'est un vrai sujet aussi. J'en ai parlé avec pas mal de gens des Philippines. Et ça, c'est un truc aussi. Genre, tu vois, il y a une fille des Philippines que je trouvais hyper inspirante, qui était speaker à une conférence où j'étais. Et elle, en fait, elle était hyper douée en marketing digital, etc. Et tant qu'elle était aux Philippines, bah, elle était payée moins. Et c'est pareil aussi, j'ai la copine d'un ami nomade aussi qui est des Philippines. Et en fait, il y a un moment, il faut, pour ces personnes-là, puis je pense que c'est aussi le cas pour les personnes un peu, des francophones d'Afrique, etc., c'est d'arriver à. C'est dommage, tu vois, de plus être assimilé à tes origines, au moins en partie, pour pouvoir prétendre au tarif et après dire haha, en fait, j'étais de là-bas. Mais tu vois, la fille, par exemple, Philippines, elle, sa sortie, ça a été d'ouvrir une boîte aux US. Et du coup, elle facturait les US. Et Philippines, bah, elle parle anglais parfaitement, donc voilà. Et après, elle s'est basée en Espagne. Et maintenant, voilà. Et maintenant, elle fait des conférences pour inspirer ça. C'est pareil, il y a aussi des trucs de passeport pour les visas, c'est un autre truc. Et la copine de mon ami nomade, du coup, Philippine aussi, qui s'est lancée en community management, etc. Super douée et tout. Et en fait, ce qui l'a aidé de ce que je sais à facturer plus, etc., c'est Fleur, ma copine, qui l'a rencontrée et qui l'a onboardé dans son ancienne boîte. Donc mission freelance Singapour, tu vois. Et là, dans sa nouvelle boîte aussi, elle l'a ramené, tu vois. Et donc du coup, c'est un peu sa mentor, tu vois, comme ça. Et donc elle, bah, elle a un niveau tarif avec un l'aide de quelqu'un d'autre. Ça dépend de tes marchés, etc. Mais moi, je pense surtout que ça dépend de ta valeur et de ta capacité à répondre et à résoudre le problème de ton client. Oui. Ça, c'est plus sur tes compétences à toi. Mais ça ne devrait pas être basé sur d'où tu viens. D'où tu viens ou est-ce que tu es né, quoi. Après, ça n'a rien à voir. Quoi, c'est vrai que c'est un truc, s'il n'y a pas à toute chose égale par ailleurs, c'est ça. Pas de raison. C'est ça. Moi, j'ai déjà vu, et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui nous fatigue aussi sur les îles, des profils très compétents perdre contre des profils justement moins compétents sur papier, très clairement, parce qu'ils venaient de Paris ou parce qu'ils venaient de Marseille ou parce qu'ils venaient de Nantes, etc. Et déjà, en termes de sentiments, tu te dis, injustice à 100%. Quoi. Je te dis, putain, j'ai fait tout ça et j'ai pas encore réussi à être pris. Qu'est-ce que je peux faire de plus encore, tu vois? Comment je peux prouver ma valeur? Donc je pense que c'est bien dans le sens où ça nous stimule à être toujours plus fort, plus compétent, plus résilient par rapport à ça. Mais d'un point de vue humain, je pense que tu te prends une claque à chaque fois en te disant putain, mais on se base que sur ça, quoi. Et là, tu te dis ça fait mal. Mais pour moi, je pense que ça a toujours été quelque chose, une force et un challenge. Tu vois, parce que quand je suis partie à mes études à Lyon, je me rappellerai toujours, il y a des gens de ma famille qui m'ont dit bon, alors tu leur montres qu'à La Réunion, c'est pas le bac cocotier, tu vois. Parce que moi, on m'appelait comme ça, tu vois, à l'école avant. On disait, ah ben toi, tu viens à La Réunion, tu dois être plus simple, c'est un bac cocotier. Puis, bon, les gars, on va rééduquer un petit peu. Donc, ça, tu vois, ça te donne la hargne aussi de leur prouver que tu arrives à le faire et que tu arrives à être toujours plus. Donc, je suis sortie de la major de promo, plus major nationale, toute France confondue. Est-ce que là, c'est suffisant ou pas? C'est qui le boss? Tant que ça reste quelque chose pour tu veux faire un impact sur tes clients ou aider aussi d'autres Réunionnais ou d'autres personnes des îles à atteindre ça, je trouve que c'est hyper stimulant et c'est très très bien.
Mais je pense après c'est un travail de société, quoi. Vraiment Oui, éduquer c'est là-dessus et à casser un peu ces clichés qui sont là depuis quelques années, quoi. Puis aussi, aussi pour les freelances des îles à pas se sous-vendre. Parce que je pense aussi, tu vois, Absolument. c'est plus facile à dire qu'à faire, je pense. Mais Ouais, tu vois, quelqu'un de Madagascar, je sais pas, il y a cette mauvaise image qui est dit, ok. et j'en Et connais c'est beaucoup. ok qu'il y ait Hein. des gens C'est à ok tout tarif. voilà, de challenger le marché, Il y en etc., a qui quoi. pourraient, tu vois, qui pourraient se dire, ok, genre j'ai l'expérience, machin, etc. Maintenant, je passe en tarif, je dois sortir de ça. Ouais. Et, ouais. Moi, je connaissais même une freelance qui m'a dit je galère tellement à vivre de ça parce que je viens de Mada. Mm. Elle a fait une demande de changement de nom, tu vois. Ah ouais. Et donc, je lui dis mais à quel moment tu dois quand même renier ton histoire, renier une partie de ton identité, de qui tu es, et donc techniquement aussi de ton île, de tes ancêtres, etc. Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir cette valeur-là, tu vois. Et là, je me dis, ça, c'est dur. Ouais. Pour pouvoir survivre et se dire, bah, je me vends à ma bonne valeur, quoi, tu vois. Faut dire que les noms de famille sont assez facilement identifiables. Ah oui, oui, oui. Bah, moi, tu vois, par exemple, mon famille Gondin à La Réunion, Ouais. dès que je croise un Réunionnais, il sait très bien que je suis Ouais. réunionnaise. Parce que, tu vois, Il y en voilà. avait plein des Gondins. Ah ouais, bah, bon, je suis peut-être canadienne alors, qui sait. Moi, c'était D'où des l'attrait Réunionnais qui pour. étaient partis. Ah ouais, bon, d'accord, ok. Je me suis dit, c'est peut-être l'origine de mon amour pour la poutine. Mais non, mais moi, je pense qu'il faut qu'on soit fiers de cet héritage-là. Qu'on repère aussi les limites pour certaines personnes et qu'on vienne les défoncer, ces limites. Qu'on aille vraiment bosser à fond là-dessus, sur la valeur, sur. Pas hésiter à aussi s'ouvrir dans le monde et à regarder au-delà de notre île pour voir comment ça fonctionne. Pour dire, bah tiens, ici, ça, je pourrais ramener ça à La Réunion et faire ça différemment, optimiser ça, monter en compétence là-dessus, tu vois. Tu pourrais aller nous chercher des freemotes à La Réunion, hein, créer une Il y armée en de a freemotes. quelques-uns déjà, Ouais, mais, mais plus, tu vois, mais enfin, oui, bien sûr, bien sûr. Je sais même pas, tu vois. Je sais même pas, tu vois, par exemple, tu vois en pub, je vise la France. Mais je sais Ouais. même pas si ça. Si ça inclut les comprend La dom-toms. Réunion. Ah, je sais pas, faudrait que tu checkes sur Meta, mais en tout cas, après, ça se développe de plus en plus, ça je le sais. Ok. Bon, bah, Le problème, juste, c'est que. C'est une opportunité, je pense, pour Primote. C'est qu'à La Réunion, il y a moins d'accompagnement là-dessus. mhm. Il y a plus d'accompagnement pour des lancements d'entreprises, création d'entreprises, etc. Tu vois, un peu les pépinières, Après, etc. c'est en ligne, hein, mais C'est ça, c'est ça, c'est aussi dispo pour eux. totalement. Faut chercher. Faut chercher. Yes. Bah écoute, merci pour le partage. Avec plaisir, merci à toi. Est-ce que tu as un mot de la fin? Un mot de la fin. Honnêtement, de croire en vous, même si des fois c'est compliqué, même s'il y a des obstacles, même si vous devez ralentir pour X raison. Vous avez ce qu'il faut. Il faut juste passer à l'action et pas compter sur la motivation pour atteindre nos objectifs. Voilà. C'est un scam, la motivation. C'est un scam, la motivation.